Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence ce soir. Alors, comme vous savez, la question du commun est centrale dans notre réflexion ici au patronage laïque. La saison dernière, d'ailleurs, nous avions évoqué ce même sujet du commun, mais par le biais artistique, en invitant la photographe Laurence Leblanc, photographe qui a reçu le prix Niepce en 2016 pour son travail sur l'idée du commun. Et cette année, nous poursuivons, et c'est sur les pas du philosophe helléniste et sinologue François Julien que nous cheminons sur cette notion essentielle qu'on a appelée Vivre ensemble aussi, Vivre ensemble qui a été relancé il y a peu, mais tel un slogan, aujourd'hui qui semble sonner comme un impératif, une injonction. Et lors d'ailleurs d'une précédente conférence, François Julien l'a bien rappelé, les Grecs ont également pensé le vivre ensemble, le Sunzen. Ils l'ont même pensé comme le fondement de la cité et du politique. Alors bonsoir François Julien. Bonsoir. Merci de votre présence et pour cette dernière conférence du cycle, et oui déjà, 4 conférences, 4e ce soir, nous allons cheminer sur ce concept politique du commun, concept lié à l'organisation de la société, où les notions de partage, de distribution, d'échange, de mise en commun, d'avoir en commun sont essentielles. Alors, lors des conférences précédentes, vous avez d'abord commencé par évoquer les concepts d'entre et d'écart, en quoi l'écart est exploratoire et permet un dévisagement réciproque, de ce fait comment il est propice à produire un commun du pensable. Vous nous avez situé la scène du commun dans l'antre comme condition d'un commun, l'antre comme lieu de promotion du commun. Puis, nous vous avons suivi dans les tréfonds de l'intime, ce qui lie étroitement par ce qu'il y a de plus profond dans l'être, l'intime en tant que lieu de la rencontre effective. Enfin, lors de la dernière conférence, nous avions travaillé sur le concept d'universel. Vous avez insisté sur, d'une part, la tradition, puisqu'il y a une dimension historique en Europe, l'universel grec, l'universel du concept, pensé selon le tout des choses, l'universel romain, l'universel de droit, avec la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, donc les l'édit de Caracalla en 212, et puis l'universel chrétien, l'amour promoteur d'universel, un concept fort, car résistant à être pensé autrement. Concept qui revêt aussi un double sens, vous l'avez bien mentionné, un sens faible de généralité, il se trouve que les choses ont toujours été ainsi, et un concept de nécessité, a priori, tel que cela ne peut pas être autrement. Alors, sonder jusqu'où peuvent se promouvoir, se déployer les concepts, tel le marin, François Julien, vous scrutez l'horizon des possibles de la pensée. En votre compagnie, en suivant le fil toujours renouvelé de votre pensée, l'on voyage pour mieux redécouvrir son chez-soi. Car tout marin revient un jour au port. Il ne s'agit pas de s'enliser dans un ailleurs, souvent fantasmé, d'adhérer à un dépaysement, le peut-on réellement d'ailleurs, mais de comprendre la cohérence de cet ailleurs de la pensée pour en retour, et par l'écart qu'il produit avec sa propre pensée, reconsidérer à nouveau frais ce qui, si près de nous, finit par être transparent. Ces choses ou ces personnes proches de nous que l'on ne voit plus, que l'on n'interroge plus, bref, tous ceux qui, par leur prégnance, ne sont plus présentes, échappant ainsi à notre intérêt. Il me semble que votre travail de philosophe consiste justement à envisager le réel de notre existence, de lui donner une nouvelle consistance. Alors, ce soir, devait dialoguer avec vous le philosophe Patrick Savidan, qui malheureusement m'a annoncé hier qu'il était empêché de venir. Et donc, l'ayant appris tardivement, il était difficile pour moi de trouver une autre personne pour faire ce dialogue, mais vous avez souhaité que je dialogue avec vous. Alors je vous remercie. Et donc je me prêterai donc au jeu de ce dialogue, cet espace de réflexivité où se promeut le commun. Et avant de vous céder la parole, je demanderai au public de ne pas oublier d'éteindre leur portable s'il est allumé. Merci. Donc, nous allons cheminer ce soir vers ce qui était à l'horizon de mon propos des séances précédentes, qui est cette notion de commun. Et vous l'avez rappelé, la formule nous avons beaucoup entendu
ces dernières années, après les attentats, du vivre ensemble, qui paraissait nouvelle sous la plume des journalistes, en fait, n'est que la reprise d'une notion grecque, vivre ensemble, sudzen, dont les Grecs ont bien fait ce qui était le fondement du politique. Donc vivre ensemble, comment promouvoir du commun, c'est ce que les Grecs ont pensé de façon forte. Et j'en reprendrai quelques mots chez Aristote, qui en fait l'appui de la pensée du politique. Aristote nous dit ceci: si nous voulons vivre ensemble, ce n'est pas seulement pour des raisons négatives, parce que nous voulons nous protéger les uns les autres, et puis on est nombreux, mieux cela vaut. Ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, d'échange, c'est pour des raisons positives. C'est que nous souhaitons vivre ensemble. C'est ça que les Grecs nous disent, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il y a donc une vocation du vivre ensemble. Je cite la phrase d'Aristote, je cite parce qu'elle est fondamentale dans la pensée européenne. L'homme est par nature un vivant politique. Bon, j'élimine l'animal politique parce que ça n'a pas de sens, c'est un zoon politikon. Et de là vient que, même quand ils n'ont pas besoin de l'aide les uns des autres, les hommes n'en désirent pas moins vivre ensemble. Oregontai tu sudzen. Ils ne tendent pas moins vers ce sudzen, ce vivre ensemble. Donc ce qui me paraît essentiel d'abord, c'est cela. Ce que nous disent les Grecs, qui est fort, c'est qu'il y a une raison positive à vivre ensemble, à chercher à fonder le commun politique. Donc le commun n'est pas seulement un commun de lieu dans la cité. C'est un commun qui est justifié par la vocation même qui est celle de la cité, toute cité étant la forme première, la plus aboutie de communauté. Car ça s'appelle la koinonia et politique, la communauté qui est la politique. Alors, c'est ce qui conduit à penser le commun comme étant, dans la série des 3 termes que j'avais avancés au départ, le terme d'aboutissement après l'universel et l'uniforme. Vous vous souvenez peut-être que j'avais distingué les 3 termes, celui universel dont j'ai parlé à la dernière séance, universel faible, vous l'avez rappelé, de généralité, universel fort de nécessité, comme universel logique, et puis ce qui était la, disons, la perversion de l'universel, en tout cas sa malfaçon, qui est l'uniforme. Uniforme qui n'est plus à vocation comme universel, tourné vers l'un, mais qui est la répétition du standard, du stéréotype, etc., dont la modélisation a recouvert la planète. Donc l'universel, l'uniforme et le commun, ce qui justifie le commun, c'est le partage. Au fond, c'est ça qui est à l'origine de la pensée du commun, le partage. Nous avons en commun parce que nous partageons. Donc autant l'universel se prescrit, en tout cas dans sa version forte de nécessité, le commun, lui, ne se prescrit pas. Il se constate, ou plutôt il se choisit. En tout cas, il y a 2 communs. Il y a un commun qui nous est donné et un commun qui est choisi. Le commun qui est donné, c'est le commun qui est donné par la naissance. C'est le commun qui est donné, que vous entendez, donc la famille. Le commun que vous entendez en termes de nation. Nation, naître. L'idée de nation, c'est qu'on est dans un certain commun. Famille, nation, et puis le commun que l'on choisit, qui devient le commun politique, avec qui on choisit de partager. Mais ce qui fait la tension de ce terme de commun, c'est que de même que les 2 précédents que j'avais évoqués, et l'universel et l'uniforme, le commun est une notion équivoque. Parce qu'à la fois le commun dessine l'horizon d'un partage, un dedans du partage, ce que nous avons en commun, mais ce dedans du partage, cet horizon du commun, peut se retourner à l'envers, se retourner en frontière, peut se retourner en exclusion des autres, de ceux qui ne partagent pas. Et donc c'est l'équivoque essentiel à la pensée de commun, que le commun ouvre le partage, mais peut aussi bien se retourner comme communautarisme, comme ce partage qui exclut les autres et qui définit une propriété du dedans à l'encontre de ceux qui n'y participent pas. Donc vous voyez, c'est une notion qui est équivoque, et je vois que la pensée contemporaine a travaillé dans cet équivoque pour bien nettoyer ces 2 sens, mais voir comment on passe de l'un à l'autre. Comment ce dedans du partage peut se retourner en exclusion d'un dehors. Donc notion inclusive, intégrante, mais qui peut être l'inverse, qui peut être exclusive
chassant ceux qui ne participent pas à ce commun. Alors je crois qu'il faut prendre le temps, puisqu'il y a un peu plus de temps aujourd'hui, je vais en profiter, pour passer dans la pensée grecque. La pensée grecque et ensuite la pensée romaine, il ne faut pas confondre, pour voir comment est venue la pensée du commun politique en Europe. Puisque c'est à cela aujourd'hui vers quoi nous nous tournons pour y trouver non pas seulement une source, mais disons un appui à ce qui est si essentiel à promouvoir aujourd'hui, à savoir une pensée active, positive du commun. Et se situait d'abord dans la Grèce archaïque, celle qu'on découvre dans le récit d'Homère, et d'abord dans l'Iliade, qui est que dans le texte homérique, vous avez une double structure. Une structure hiérarchique, une structure dominée par la personnalité du sage, du roi, bref, de quelqu'un qui est aussi porteur de parole, mais d'une parole qui est une parole comme ça inspirée. Et puis apparaît une autre forme de parole, une autre modalité d'organisation qui apparaît notamment dans les moments où les guerriers se réunissent pour délibérer, pour partager le butin notamment. Bref, ce qui a été bien étudié dans tout le travail de Louis Gernet, puis ensuite de Marcel Detienne, ce qu'on a appelé le pré-droit, la pré-institution, donc en amont des institutions et des droits tels que les Grecs vont les promouvoir à l'époque classique, qui est que, si vous lisez l'Iliade, quand il y a deux façons, par exemple, de se donner quelque chose, soit on se donne de la main à la main, et c'est privé, soit pour le donner, on le met au centre, es meson. Et dans ce cas-là, le don est public. Donc apparaît cette structure première du commun grec qui est le centre. Le centre autour duquel on se met. Dans Homère, vous voyez les soldats se mettre autour d'eux, de ce centre qui est vide, mais qui dessine donc un espace public. Cet espace public que vous retrouvez ensuite dans l'agora, dans le forum, dans tout ce qui sera cet espace public de la cité, au cœur de la cité. J'insiste aussi parce que si on regarde à partir de ce qui est un peu mon strabisme du côté chinois, on voit bien qu'en Chine ne s'est pas créé ce lieu comme ça central qui sera la place publique occidentale, agora, forum, etc., et qui a été le point de départ du déploiement du commun politique. Donc, les guerriers, parce que se mettre en rond autour d'un centre vide, dessine donc ce lieu public. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on prend la parole pour discuter des intérêts communs, pour distribuer les gains, notamment le butin. Voilà, on pose ça au centre. N'est-ce pas ? Donc, apparition d'un centre vide, mais autour duquel s'organise le partage, la distribution de la parole, etc. Et voyez donc aussi que les soldats qui se rangent comme ça autour, eh bien, sont à égalité. C'est ça qui est essentiel. Ils sont à égalité, ce qui va être au départ de ce qu'on appelle les égoria en grec, c'est l'égalité de parole. Donc, à la structure hiérarchique, comme ça, d'un prince, d'un roi, d'un mage, de quelqu'un qui porte la parole inspirée et qui commande, cette structure-là se trouve comme ça, bordée, puis progressivement marginalisée par une autre structuration qui est celle de ce milieu autour duquel on se met, donc autour duquel on se met à égalité, et en se trouvant comme ça face à face pour se parler. Et donc là, il y a quelque chose qui est une grande innovation de la pensée grecque, et qu'on retrouvera ensuite jusque dans la pensée moderne, la pensée de l'espace public, je reviens tout à l'heure à Habermas, qui est cette structuration donc d'un espace qui est celui du commun, à partir du centre que dessine cette façon de s'asseoir, comme ça, comme font les guerriers, par exemple, dans l'Iliade, pour partager. C'est comme ça qu'on passe du laos au démos. Laos, qui est le peuple, la masse, celle qu'on envoie comme ça se battre sous la cité, tandis que les grands guerriers, les preux chevaliers se défient entre eux, Hector face à Achille, etc. On passe ce laos, donc comme foule,
à ce qui devient le démos. Le démos, tout entendre, en démocratie. C'est-à-dire le démos, c'est-à-dire en tant que peuple à vocation politique. Démos. Et l'idée de ce centre, de ce milieu, à l'origine de ce qui sera l'espace public, en vue de ce qu'on appelle le xunon agathon, le bien commun. L'expression se trouve déjà là investie. Alors, il y a toute une histoire, je ne vais pas être trop long ce soir, mais disons, il faut quand même comprendre ce qui s'est passé dans ces siècles d'avant la Grèce classique. Il faut en finir avec l'idée que, voilà, premier philosophe, ce serait Socrate, ou avant lui, Protagoras, Gorgias, bref, le 5e siècle. Donc, voir tout ce travail qui s'est fait au 7e, 6e siècle avant notre ère, qui a été ce moment où s'organise et se développe la cité grecque. Avec d'ailleurs ce double plan, la cité, et parallèlement dans l'art militaire, le passage donc de ce que j'évoquais comme le défi entre Preux, Hector, Achille sous les murs de Troie, à ce qui devient la phalange, c'est-à-dire la troupe rangée comme ça pour la bataille, et où de nouveau il y a une équivalence des fantassins, chacun protégeant l'autre. Vous voyez que cette structure de la phalange, cette structure de la cité vont de même, vont ensemble, et aboutissent à l'idée d'un bien commun. Xunon agathon. Je vous cite Démocrite. Il faut accorder, pour le reste, la plus grande importance aux questions de la cité, afin qu'elle soit bien gouvernée et renoncer aux querelles contraires à l'équité comme la tentation de s'arroger un pouvoir qui s'oppose à l'intérêt commun. Cette cité bien gouvernée est la voie la plus juste, c'est en cela que tout repose, son salut constitue le salut de tous, et sa ruine, la ruine de tous. Donc voilà, l'idée qu'il y a un bien commun auquel sont suspendues toutes les vies particulières, et donc c'est cela qu'on défend en premier. Avec l'idée grecque, qui sera débattue, mais que le tout commande aux parties, et que le tout est avant les parties. Donc ce n'est pas les parties qui forment un tout, en s'associant, c'est qu'il y a une unité première, celle de ce commun, du tout, en vue de quoi les parties ensuite se constituent. Alors, il y a à réfléchir sur cette idée grecque du commun pour voir non seulement sa genèse, mais sa force. C'est ça qui est important. Et je le ferai plus précisément en relisant quelques formules d'Héraclite. Héraclite qui était ce si grand penseur solitaire de la pensée grecque d'avant l'époque classique, ou du début de l'époque classique, autour de ces deux mots grecs qui sont xunon et koinon, pour dire le commun. Parce qu'il y a une sorte je dis force parce qu'il y a une sorte d'espoir, de confiance des Grecs dans le commun. Je dis aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est pas si évident. C'est pas ce qu'on investit d'espoir dans le commun. Mais les Grecs avaient en eux, et c'est pour ça que la cité grecque a pu se former, cette confiance dans le commun. Je vous cite Héraclite, avant même que le commun prenne ce sens politique qu'il a aussi chez lui, quand il est dit « penser est commun à tous ». Or, ça paraît banal, penser est commun à tous. Mais c'est très fort de dire qu'au fond, notre premier commun, c'est qu'on pense. Et qu'on pense de quelque chose qui s'appelle logos, discours que nous partageons, qui fait que nous nous comprenons. Penser est commun à tous. Beau aussi cette conviction, ce sentiment d'Héraclite, que le commun, c'est ce à quoi on accède en s'éveillant. Héraclite nous dit cette chose forte, qu'en s'éveillant, nous participons du commun. Et quand nous nous endormons, nous nous retirons chacun dans notre particulier. Bah oui, nos rêves, n'est-ce pas, chacun pour soi. Donc la nuit, c'est le moment du retrait dans le particulier, ou comme disent les Grecs, l'idiotèse. On a gardé un souvenir en français dans idiot. Idiot, c'est celui qui est cantonné dans son particulier, l'idiot. Qui ne participe pas donc à ce commun dont Héraclite nous dit si bien que c'est ce à quoi on accède en s'éveillant. Éveillé, qui est à la fois au sens propre, mais aussi au sens figuré. Le commun, c'est à quoi on s'éveille. Je trouve cette pensée forte. Je vous cite Héraclite. Il y a pour les éveillés un monde unique et commun,
mais que chacun des endormis se détourne dans un monde particulier. Donc il dit dans un monde commun pour les éveillés, et les endormis, ils retournent dans leur monde particulier. Chacun se retire, se tourne, eision apo strepestai. Donc les mondes nocturnes ne se partagent pas. En opposition, le monde commun, je dis en grec, n'est-ce pas, le koinos, cosmos, n'est-ce pas, le monde commun est un monde auquel on accède par l'éveil, qu'on partage, qui est donc un pour tous. Il dit encore, il ne faut pas agir et parler comme en dormant. Autre formule d'Héraclite. Alors, il y a ce qu'il appelle les nombreux, oipoloi. Les nombreux, c'est ceux qui justement restent endormis, qui n'ont pas accédé à la sagesse, à la pensée du commun. Ainsi dit-il, alors que le logos est commun, logos, donc discours, raison, les nombreux vivent en croyant la pensée comme une chose particulière. Donc au fond, l'erreur, vous voyez pourquoi on est au départ de la philosophie, c'est que c'est de rester dans cette idée que le penser est une affaire privée. Non, le penser est une affaire commune. Et c'est parce que le penser est une affaire commune qu'on peut effectivement penser. Il faut se hausser à ce commun pour pouvoir effectivement penser. Donc l'intelligence tire sa force du commun. Il y a une formule très belle d'Héraclite qui lie ce commun du penser et le commun politique. Ceux qui parlent avec intelligence tirent leur force nécessairement de ce qui est commun à tout, comme la cité de la loi, et beaucoup plus fortement. Vous voyez que le rapport à la cité. Dans la cité, on tire sa force du commun de la cité. Et bien de même dans la pensée, c'est du commun du pensable, du commun tel qu'il est pensé, que la pensée tire sa puissance. Alors, ce qui se trame à partir de là, une fois qu'on voit comment les Grecs ont instauré cette importance du commun de la pensée et du commun politique, et comment les deux vont ensemble, et pourquoi la philosophie est une chose politique en Grèce, c'est de voir comment, autant cela a été bien vu par les Grecs en termes de projets politiques, en même temps comment cela a été lent dans l'histoire pour que ce commun du partage, non plus seulement du partage de la pensée par le logos, mais du partage politique puisse se développer. Donc le temps que nous avons mis, depuis les Grecs, à traduire en termes sociaux et politiques cet idéal du commun, prescrit, posé d'emblée au départ du politique par les Grecs, mais contre lequel n'ont cessé de se reformer les oppositions. Je vous citerai cette formule qu'on attribue à Thalès. Thalès, c'est quand même une personnalité essentielle de la pensée grecque dans ses débuts, puisque c'est le premier qui a cherché à penser le commun des choses. Non plus de penser le monde seulement sous forme d'un récit, comme encore chez Hésiode, avec des étapes successives, mais de penser qu'est-ce qui serait le commun des choses. Et Thalès a eu cette pensée si forte de dire le commun de tout, c'est l'eau. L'eau comme principe, c'est pas chez Héraclite, principe c'est bien d'Aristote, mais disons de poser l'eau comme le commun des choses. Donc l'élément premier, l'élément commun des choses, c'était l'eau. Donc vous voyez cet effort théorique, car Thalès est sans doute celui qui le premier a fait advenir en Grèce la pensée du théorique. Vous savez la fameuse histoire qu'on raconte, rapportée par les moralistes, qu'on trouve chez Montaigne, de Thalès qui avait les yeux comme ça tendus vers les astres, et qui a failli tomber dans un puits. Montaigne s'en moque parce que c'est ce divorce entre théorie et pratique qui s'esquisse effectivement chez Thalès. Or Thalès, donc, qui est le premier à promouvoir en Grèce une pensée théorique, pensée théoreille,
de contemplation de ce qui sera idéal dans la pensée grecque, à cette formule qu'on attribue aussi parfois à Socrate. Il aimait à dire qu'il remercie la fortune de 3 choses: d'être un humain et non une bête, d'être un homme et non une femme, enfin d'être un grec et non un barbare. Vous voyez que là, le partage théorique se trouve traversé par une résistance qui est une résistance, je ne pourrais pas dire empirique, pratique, qui est que l'horizon des Grecs est un horizon qui se limite, et c'est un horizon d'exclusion. Exclusion, l'homme, et non pas une bête, n'est-ce pas? L'homme, excusez-moi de le dire, et non pas la femme, et le grec, et non pas le barbare. Alors, vous voyez que il y a une tension là qui va cheminer dans l'histoire, lentement, parce qu'il y a cette résistance au déploiement du commun politique, qu'on rencontre d'abord chez les Grecs eux-mêmes. Platon, dans cette affaire, est double. Est double parce que, d'une part, Platon est le premier à s'approcher d'une pensée qui est celle du genre humain comme commun des hommes. Or, c'est pas rien de dire le genre humain. Mais d'abord, le commun platonicien est exclusif. Exclusif, vous savez que dans la Politeia, traduit par la République, en fait, son traité de théorie politique, et il y a des classes, et dont une classe qui est la classe dirigeante, celle des gardiens, et dont Platon prescrit qu'elle est tout en commun. On a là le départ du communisme, avoir tout en commun. Tout en commun, y compris, alors vous savez, le grand éclat de rire qu'évoque Platon à ce moment-là, qui est y compris les femmes et les enfants. Vous voyez à quel point le commun est poussé loin. Rien n'appartient à l'un ou à l'autre. Tout est mis en commun, y compris les femmes et les enfants. Donc on ne sait pas de qui celui-là est de qui il est le fils, n'est-ce pas? Donc j'ai la même affection, le même devoir de protection à l'égard des uns comme des autres, indifféremment. Donc tout est mis en commun, sauf ce qu'on ne peut pas mettre en commun. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre en commun? Le corps. Les corps nous enferment dans du particulier. C'est ce que dit bien Platon, dans cette vision d'un commun le plus déployé, mais avec cette exclusion du corps. Le corps on ne se partage pas. Ça ne se partage pas, les corps, n'est-ce pas? Le corps reste inexorablement de l'ordre du propre et du particulier. Ce qui relève du corps ne se partage pas. Le corps, donc, est l'enceinte infranchissable du privé. Ou alors, ce qui sera fait dans le contexte religieux, il faudra penser un autre plan que le politique, un plan mystique, comme celui du corps du Christ, dans ce qu'on appelle la communion, n'est-ce pas, dans la pensée, dans la pratique chrétienne. Mais voyez que le commun grec, comme commun idéal, y compris comme commun politique, rencontre cette exclusion. Ce que je dessinais comme étant la tension propre au commun qui tient dedans, mais qui du même coup, peut, disons, renvoyer au dehors, exclure ceux qui ne participent pas à ce partage. Entre grec et non grec. La cité grecque repose dans cette opposition, celui qui est la cité et celui qui n'est pas de la cité. Le grec et le non grec, chez Platon par exemple, entre les Grecs il n'y aura que des disputes, il n'y aura de guerre que avec les autres que les Grecs, à l'extérieur. Ce qui me paraît important à retenir pour le présent, c'est que l'extension politique du commun, donc le retrait de son caractère exclusif, vont de pair chez les Grecs, je pense encore aujourd'hui, avec l'affirmation d'un rationalisme. Ou dit à l'envers, c'est toujours en puisant aux ressources d'un anti-rationalisme qu'on a plaidé pour les particularismes, les communautarismes et la ségrégation. Donc, ce couplage entre promotion de la raison, promotion du commun, me paraît essentiel, parce qu'il fait apparaître en regard que c'est au nom d'un irrationalisme
que l'on peut et que l'on a et que l'on continue de penser contre le commun, c'est-à-dire pour le communautarisme, le particularisme, la ségrégation. Alors, à l'époque classique grecque, j'ai dit ce qui était à l'époque archaïque, cette façon de dessiner un centre, un mésone, autour duquel se répartissent les guerriers dans une relation d'égalité, et donc dessinant dans ce centre un espace commun qui sera un espace public, sortir du privé pour le public. Comment, dans la pensée classique, cette idée d'un partage, voire étendue jusqu'au genre humain tout entier, est promue, mais combattue ou contrecarrée par des résistances qui sont des résistances de particularisme, et d'abord de ce grand particularisme qu'est la cité grecque. Et puis l'opposition homme libre, esclave, enfin tout ce qui, disons, fait la société grecque une société extrêmement exclusive dans sa constitution. Parce que pour les Grecs, la cité est l'horizon du commun. Pour les Grecs de l'époque classique. La cité est télos, est-il dit, fin. Fin avec cette double sens en français de fin comme terme et de fin comme but. Et avec un troisième sens qu'ajoute le grec, téléos, c'est achevé. Donc il y a un horizon achevé du commun qui est la cité. Au-delà, c'est les autres. Au-delà, c'est les barbares. Au-delà, bon, il n'y a pas de, disons, de partage envisagé au-delà du cadre de la cité. Et c'est ce qui change avec les conquêtes d'Alexandre, avec l'époque qu'on dit hellénistique, après le grand temps de la cité grecque. Pourquoi ? Parce que, voilà, avec les conquêtes d'Alexandre, s'effondre la cité. S'effondre donc l'horizon de partage du commun tel que les Grecs, à l'époque classique, l'ont pensé, dans le cadre de la cité. Prenez un des premiers penseurs c'est la pensée stoïcienne, qui va déployer la pensée du commun au-delà de la cité, Chrysippe. Chrysippe, en fait, il est à Chypre, et Chypre ne cesse d'être conquis par les uns, par les autres, enfin, à l'époque dite hellénistique. Donc, il n'y a plus d'appartenance de la cité. Alors, si l'appartenance à la cité est rompue, eh bien, s'ouvre une possibilité nouvelle, qu'on voit notamment dans le stoïcisme, qui est une possibilité d'étendre le commun au-delà de ce cadre déchu de la cité, qui sera donc un commun de l'humanité, un commun du monde. Et c'est ce qu'on voit donc promu dans la pensée stoïcienne, donc la pensée d'après la conquête d'Alexandre, et donc dans cette perspective d'un commun d'au-delà la cité. Mais déjà, juste avant, au IVe siècle, cette expression de Diogène le Cynique, quand il dit « je suis citoyen du monde ». La formule nous paraît banale aujourd'hui, mais vous voyez comme elle est forte, parce qu'elle signifie l'outrepassement des limites de la cité pour dire que je suis un cosmopolites, citoyen du cosmos. Qu'on appelle cosmopolisme aujourd'hui. Je suis un... Alors en plus, cosmopolites eimi. Je suis un cosmopolite. Je suis un citoyen du cosmos. Voilà donc que s'ouvre une nouvelle échelle du commun, un nouvel horizon du commun qui est le monde, cosmos, et non plus la cité, polis. Ce qui fait que la citoyenneté se trouve promue à l'échelle du monde entier. Je vais paraître le thème de la grande famille humaine. Ça, c'est un thème que vous trouvez important dans ce qui est ce qu'on appelle le moyen stoïcisme, notamment à Rome, et dont cela se trouve discuté, développé chez Cicéron. Ça date d'avant, évidemment, ça date du siècle d'avant, qui est l'idée d'un partage d'au-delà la cité, fondant ce qui est la patrie commune de tous les hommes. Koine patris, patrie commune à tous les hommes. Avec cette idée qui est développée par les stoïciens, parce que les stoïciens n'ont pas de rang, certains ont un rang noble, d'autres sont esclaves, donc les conditions sont mélangées dans le stoïcisme. On n'est plus dans la pensée filiation aristocratique d'un Platon, non. Les conditions sont d'ailleurs très
très fragile dans ce monde en turbulence de l'Antiquité hellénistique, il fait apparaître que les cités particulières ne sont plus que des maisons. Oui, on change d'échelle. Ne sont plus que des maisons, que l'on soit né grec ou barbare. Et là, l'exclusive posée par Thalès, et maintenue à l'époque classique, se trouve levée. Qu'on soit issu de race royale ou servile, c'est assez d'être homme. Donc l'idée qu'un statut homme transcende la différence des statuts sociaux. Il n'est pas encore dit entre hommes et femmes. Là, il faudra plus de temps pour franchir cette limitation-là. Mais, disons, homme, maître ou esclave, grec ou barbare, tout cela se trouve maintenant indifférencié, en tout cas indifférencié au vu de ce statut commun de l'humanité. Comme il est dit, le monde est le seul parent commun à tous. Donc l'idée de cosmopolitisme. Tous les hommes sont donc concitoyens du monde, et la seule société est celle du genre humain. C'est ce que vous trouvez dans Cicéron. Alors Cicéron, évidemment, le nom aujourd'hui de Cicéron, je vais plutôt penser à... Il pensait un peu... Enfin, je suis sûr que vous ne lisez pas Cicéron tous les soirs. Enfin, ce n'est pas, disons, un auteur qui attire ou captive le désir. Non, mais en même temps, il faut voir que dans Cicéron se trouve tout ça. Et qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, c'est l'enfantement de l'humanisme. Et si bien, qui est dans Cicéron, c'est humanitas. Humanitas qu'il faut entendre par opposition à immanitas. Il y a l'inhumain. Immanitas, à quoi s'oppose cette promotion de l'humanitas. Et l'humanité, c'est donc ce commun partagé par tous les hommes. Donc, importance de cette pensée cosmopolite, qu'on trouve si bien chez Épictète, l'esclave, que chez Marc Aurèle, son disciple, qui est empereur. L'idée que tous les hommes font partie d'un même corps civique. Je cite Marc Aurèle, que le monde lui-même est donc bien une cité. Le monde est cité, le cosmos est polis. Et qu'il y a donc un principe politique commun, un politema, qui est commun à tous les hommes. Mais chez les stoïciens, cela reste de l'ordre du projet moral. Ça n'a pas de forme institutionnelle. Et ce qui me paraît essentiel à suivre comme histoire, c'est comment ce projet moral d'humanitas, d'humanité, de cosmopolitisme, donc tous ces termes sont inventés, ils sont là pensés, promus, et notre actualité ne cesse aujourd'hui de les raviver, donc on en a besoin. Mais de voir comment, à l'époque stoïcienne, cela reste du projet moral, et sans traduction politique, sans traduction institutionnelle. Et au fond, je crois que c'est notre époque qui a à charge de traduire institutionnellement, politiquement, ce commun tel qu'il a été comme ça, pensé, promu dans cette période hellénistique, puis romaine, que je viens d'évoquer. Que je viens d'évoquer parce que je crois qu'il faut distinguer Rome des Grecs. On a une paresse intellectuelle qui est de dire gréco-latin, gréco-romain, de faire de la Grèce et de Rome une sorte de pan commun d'histoire comme ça, constituant notre antiquité. En fait, Rome n'a pas grand-chose à voir avec la Grèce. Et dans cette affaire-là, c'est bien Rome qui va commencer à penser un commun politique étendu à tous les hommes, de façon qui va devenir juridique, qui va devenir, non pas vraiment encore institutionnel, mais en tout cas avec un statut juridique, donc qui va commencer à traduire historiquement cette aspiration morale telle que les stoïciens l'avaient conçue.
Mais d'abord, je voudrais en venir à ce qui est le mot commun, car j'ai parlé jusqu'ici en grec. Xunos, koinos. Commun est un mot latin qui fait introduire autre chose, qui n'est pas seulement le commun, le cum du avec, du partage, mais monus. Monus, c'est un terme latin qui n'est pas du tout du côté grec et qui est un terme intéressant à penser, justement, si on veut sortir un tant soit peu de ce que j'ai posé comme étant l'équivoque dramatique du commun, à savoir que le commun dessine le dedans d'un partage, mais peut par là même dessiner à son revers une frontière d'exclusion. Et passer du commun du partage à l'exclusion du communautarisme. Donc pour essayer de déjouer cette ambivalence du commun, je crois qu'il est bon de se reporter à ce qui est le sens latin, faisant cohabiter avec ce cum, du avec, peut être du monus. Et que signifie monus en latin? Monus dit ce qui relève à la fois du don et de l'obligation. Don, obligation, monus. Monus est un don, mais marqué par son caractère de réciprocité. Donc lié à la notion d'échange. Et donc monus est habité par l'idée d'une réversibilité du don. Vous voyez tout ce que cela fait apparaître d'une réflexion des anthropologues. Au départ, il y a Mauss, n'est-ce pas, toute la philosophie du don et du contre-don, et qui donc branche notre affaire du commun sur une autre filiation qui est celle du don, du contre-don, de l'échange, de la réciprocité, du communis. Communis qui littéralement signifie co-partager une charge. On a ensemble un monus, on a ensemble un devoir, une obligation, communis. À quoi s'oppose l'immunis, comme on dit immunité. L'immunis qui est dispensé de remplir cette charge ou cette obligation. Immunité. Donc je crois qu'il est important de sonder ce terme en latin si on veut justement le libérer de cette ambivalence que j'évoquais, dans laquelle nous maintient le terme grec et dans laquelle sont maintenus les Grecs. Car les Grecs, je vous dis, la cité grecque a été, dessinant un dedans du partage, mais en même temps exclusif des autres. Des autres, c'est-à-dire ce qui n'était pas citoyen, de ce qui n'était pas de la cité, de ce qui n'était pas grec. Donc là, il y a un dépassement intéressant qui est que j'ai déjà évoqué, je crois, la fois dernière, qui est l'époque romaine, car l'époque romaine, c'est la première époque de mondialisation. Et l'idée donc d'un communisme, c'est-à-dire d'un partage de charges, de fonctions, d'obligations, avec la réciprocité qu'elle a inscrit, permet de déjouer cette ambivalence du commun telle que les Grecs l'ont instituée. En tout cas, l'ont laissé se déployer. Ce commun qui, chez les Grecs, donc dessine un dedans, mais qui en même temps éjecte un dehors, qui est à la fois inclusif et exclusif, qui peut aussi bien ouvrir et fermer, qui est extensif, mais contient un envers défensif. Or, se saisir du commun par sa racine, à partir du monus, de la charge, du don qui est en même temps devoir, fait heureusement barrage à cette ambivalence. Si la communauté se conçoit sous le signe du monus, de la dette et du don, de l'échange et de la réciprocité, vous voyez que la relation d'appartenance se défait. Cette relation d'appartenance à laquelle se fierait si volontiers le communautarisme se défait pour une relation de dépendance. Cela me paraît essentiel. Passer de la relation d'appartenance, telle que les Grecs l'ont dessinée, appartenance à la famille, appartenance à la cité, appartenance aux Grecs, pour mettre en valeur la notion de dépendance. Dépendance réciproque. Nous sommes dépendants, nous partageons ce monus, n'est-ce pas, qui fait que, cette pensée de la dette et du don, de la réversibilité, fait apparaître qu'il y a du manque, et que c'est autour de ce manque que s'organise le commun politique. Il y a du manque. Autour de ce manque, ça c'est une pensée de ce manque au
principe même du don, de l'échange que la tradition de Mauss et de tous ceux qui ont réfléchi à partir de lui à l'époque contemporaine a fait apparaître, c'est donc qu'il y a du vide. C'est aussi pour ça que nous sommes en commun. Parce qu'il y a du vide, il y a du manque, qui fait que nous sommes dans un devoir les uns vis-à-vis des autres. C'est pour ça aussi que nous nous rapportons les uns aux autres. Il y a du vide, du manque, bref, quelque chose qui fait que nous ne sommes pas seulement des sujets pleins, sujets pouvant s'affirmer comme citoyens dans une appartenance dessinée, comme celle de la cité, mais qu'il y a ce manque qui fait, oui, nous sommes en dépendance les uns des autres, dans une obligation les uns envers les autres, et c'est ça aussi qui est au fondement du commun. Alors, j'évoque Rome parce que, non seulement à cause de cette notion de communis, et donc de ce munus, don, obligation partagée, et parce que Rome est une nouvelle époque par rapport à la Grèce. Alors, j'avais évoqué à propos de l'universel comment Rome avait déployé le statut politique de l'universel à travers ce que vous avez rappelé tout à l'heure, le fait que la citoyenneté romaine s'est trouvée, se déployer au-delà de Rome, sortir de Rome, soit par attribution de la citoyenneté romaine à des individus qui avaient mérité, individus d'Italie ou d'ailleurs, de l'espace romain, soit à des municipes, à des collectivités, mais le fait que Rome, comme il n'y a pas de structure d'État, comme il n'y a pas de pensée politique du territoire, qu'il n'y a qu'une forme politique de l'Antiquité, c'est la cité, l'ours, eh bien, accorde son statut de citoyenneté romaine à d'autres que des Romains. Là, vous voyez, ce partage s'amplifie et aboutit à ce que vous avez appelé cet édit de Caracal en 212, qui attribue la citoyenneté romaine à tous ceux qui habitent l'espace romain, à l'intérieur du limès. Et donc, il fait que tout citoyen est citoyen doublement local de sa ville et romain par statut de cette civitas maxima, civitas universa, universelle, qui fait donc ce statut un peu étrange, mais très élaboré, puisque les Romains, comme vous savez, sont les grands juristes, très élaboré, d'une double citoyenneté locale et globale, ou mondiale, urbs et orbis. Mais Rome, ce n'est pas seulement ça, parce que Rome, c'est en amont de cela, ou pourquoi Rome fait-il cela? Pourquoi nous avons des cités grecques qui sont toutes très locales, Athènes et son Attique, et Rome qui se déploie comme ça sur ce qui fait le monde de l'époque, qui va jusqu'où on peut aller? C'est que Rome, au fond, se sépare radicalement parce qu'à la racine des cités grecques, parce que les cités grecques se prévalent toujours d'un lieu, d'une autochtonie. Athènes est très fière d'être autochtone, c'est-à-dire d'avoir une terre propre. On ne vient pas d'ailleurs, on vient de chez soi. Oui, quand vous avez dit tout à l'heure que penser rentrer chez soi, non. On revient ici, mais ce n'est pas chez soi. Là, je ne suis pas idéguérien. Je ne veux pas revenir zu Hause, à la maison. Voyager, aller loin, revenir. Mais revenir, ce n'est pas chez soi. Ce n'est pas comme Ulysse revient à Ithaque. Et pour tuer les prétendants qui ont pris la place. Non, c'est revenir à ici, mais à ici qui est redécouvert à partir de cette odyssée-là. Je crois que c'est une limite de la pensée d'Heidegger, justement, que d'être à penser ce chez-soi, ce Heimlich, unheimlich, n'est-ce pas? Tout ce qui fait qu'on est bien chez soi. Et on sait quelle est la conséquence politique, comment ça se traduit politiquement que ce chez-soi, où on est bien chez soi, dans la pensée d'Heidegger, et de quoi cela rend complice. Il y a un irrationalisme du chez-soi. Donc, je reviens à Rome, dans cette radicalité romaine, qui est que pour les Grecs, et surtout pour Athènes qu'on voit comme la ville porteuse de la lumière du monde, n'est-ce pas? Non, mais les Athéniens, ils sont nés chez eux, n'est-ce pas? Et ils sont fiers d'être chez eux, de chez eux, avec les cultes de chez eux, bref, l'autochtonie. La revendication d'un chez-moi pur, n'est-ce pas? Avec ses dieux, avec ses lois, avec son espace politique, bref, la cité grecque. Non, Rome se donne une toute autre origine. Parce que Rome sait qu'elle n'est pas romaine. Rome sait qu'elle vient d'ailleurs. Rome sait que,
Et les Romains eux-mêmes ont été très clairs sur leur ascendance. Soit sur le mode épique, c'est Énée qui vient de Troie, et qui, de périclination en périclination, celle que rapporte l'Énéide, aboutit dans ce coin de Latium, n'est-ce pas, où se fonde la ville de Rome. Mais ça, c'est la version épique. La version que donne Tite-Live, l'historien de Rome jusqu'à la République, c'est que Rome, c'est un ramassis de fuyards, de gens qui ont fui parce que, justement, ils n'étaient pas bien ailleurs, ou qu'ils étaient poursuivis pour avoir fait je ne sais quoi, et qui se retrouvent comme ça sur le Palatin pour se tirer d'affaire. Donc, voyez ce que dit Tite-Live, mélange indistinct d'hommes libres et d'esclaves, tous en quête de nouveautés. Donc Rome ne se prévaut pas du tout d'une autochtonie, d'un statut premier qui serait pur, et donc sur un mode défensif, gardons notre pureté, notre identité, comme on dit aussi. Non, Rome sait qu'elle est née de l'immigration. L'immigration, et qu'elle a connu d'abord le mélange. C'est d'ailleurs ce qui est rapporté dans ce fameux enlèvement de Sabine. On va chercher les femmes des autres. Le fait que donc, au départ, c'est du sang mêlé. Au départ, c'est de la diversité. Et c'est parce que Rome pense au départ à la diversité qu'elle peut s'étendre indéfiniment, qu'elle est dès le départ extensive dans son déploiement. Puisque la romanité ne relève ni du sol ni du sang. L'identité d'une cité, pour Rome, n'est en aucun cas de nature ethnique. Loin d'être une tare, le mélange des populations constitue, aux yeux des Romains, un apport. Donc de même, tandis que les penseurs grecs associaient le caractère accompli de leur cité à sa nature limitée, teleios, je l'ai dit, c'est-à-dire terme, but et achevé, les Romains n'envisageaient même de terme à leur accroissement. Donc la vocation syncrétique est première à Rome. Il ne s'agit pas donc de conserver une pureté, mais d'intégrer. Et Rome est exemplaire pour ça, parce qu'elle est effectivement, elle ne cesse d'intégrer les nouveaux venus et de faire participer à la romanité. Rome ne se revendique pas d'être première, à différence des Grecs, n'est-ce pas ? Rome se reconnaît seconde. Si je reprends le titre d'un bon texte de Rémi Brague sur la voie romaine, la secondarité. N'est-ce pas ? Rome est seconde, mais parce qu'elle est seconde, parce qu'elle n'est pas pionnière, elle emprunte, elle absorbe. Elle adopte et elle adapte. Ça, c'est romain. Elle se développe comme sa langue par accrétion successive. Ben oui, les Romains traduisent le grec et ils font entrer en latin les termes de la philosophie grecque. Chez Cicéron, je cite à nouveau, chez Lucrèce, n'est-ce pas, le latin donc s'ouvre à une autre langue, la langue de la philosophie, la langue des Grecs, et accommode, adopte, adapte, accommode en latin, ce qui fait que nous disons aujourd'hui sujet, subjectum, et non pas hypokaimenon, nous disons substance, nous disons tous les termes qui sont donc latinisés, que nous avons en latin. C'est comme ça que Rome pense la societas, société. Ça, c'est un terme qui est romain, la société. Sociétas, c'est l'association. L'association qui est donc ce partage qui ne relève plus d'une origine toujours suspecte, n'est-ce pas, de qui on vient, mais qui affirme cet essentiel de l'association, de la mise en commun. Donc Rome a fait cette chose qui se traduit dans l'histoire, parce que justement, Rome s'est étendue. Elle a étendu son empire si loin. Donc elle est exemplaire aujourd'hui pour nous, pourquoi ? Parce qu'elle est l'exemple même d'un melting pot réussi. Elle agglutine, elle absorbe, elle adapte, tout cela, et voilà, il y a quelque chose qui se déploie qui est la romanité. La romanité comme la forme promue de l'humanité. Donc, humanité contre inhumanité, humanitas. Au départ, donc, de ce qu'on appelle humanisme, humanisme qui est une notion romaine, qui n'est pas une notion grecque. La belle formule d'Enterrance,
Il n'y a rien d'humain qui me soit étranger. Ni illumani ame alienum puto. Je ne vois rien donc d'humain qui me soit étranger. Et c'est ça qui fait societas, ce qui fait qu'il y a effectivement humanité qui se constitue. Bon, comme je veux qu'on ait du temps pour discuter, je vais me hâter un peu pour essayer justement de prolonger cette pensée du commun, du communis, parce qu'il y en est l'avatar moderne, plutôt contemporain, qui est la communication. La communication, puisque c'est ainsi que, à l'époque contemporaine, on a cherché à fonder le commun. Alors là, je vais me tourner vers ce qui est cette forme, je ne dirais pas dernière ou ultime, mais cette forme avancée du rationalisme, qui est celui de la raison communicationnelle, telle qu'elle s'est développée dans le rationalisme allemand qui s'est déployé à l'encontre de l'époque précédente du nazisme, qui a été chez Apple, chez Habermas, cette pensée de la communication, plutôt de la rationalité communicationnelle comme fondement du commun. Il faut voir ce qui a été l'effort donc, dans la pensée allemande, d'après la guerre, pour, disons, sur les décombres du nazisme, penser une nouvelle rationalité pour fonder le commun. L'effort qui s'est fait en Allemagne, donc, dans la suite de l'école de Francfort, et dont je vais reprendre quelques éléments parce que je voudrais discuter avec eux. Parce que je ne suis plus sûr, à partir de mon exode ou de mon périple par d'autres lieux que ceux de l'Europe, par la pensée chinoise, que ce commun communicationnel, qui serait donc le fondement premier de la raison, soit aussi solide qu'il se conçoit du dedans même de la culture européenne, ou de la pensée européenne, ou de la langue européenne. Et ma question sera, est-ce que si l'on sort d'Europe, ce qu'on décrit Apple, Habermas comme au fondement de la raison, comme raison communicationnelle, est-ce que c'est toujours valide? Ou est-ce qu'il ne faut pas alors repenser le commun sur d'autres fondements? Peut-être que la notion de fondement est trop aventurée, trop risquée, mais à partir d'autres principes, ou par une autre stratégie, en tout cas, pour être plus modeste, que celle que nous propose le rationalisme de Habermas. En tout cas, l'effort est bien là, de leur part. C'est de fonder le rationalisme aujourd'hui à partir d'un commun plus solide, et même qui soit irrécusable, qui est celui de la communication, plutôt des règles de communication. Donc, la communauté que nous formons est une communauté communicationnelle. C'est ça qui est l'idée nouvelle, parce que les formes précédentes de communauté se sont trouvées suspectes. Et tellement bafouées par l'épisode du nazisme. Donc, de penser en amont, qu'est-ce qui pourrait être au départ de la communauté. Et ici, ce qui est proposé, c'est de la penser à partir de cette opération, de cette activité qui est la communication, qui, elle, active cette capacité de communauté, la communication. Parce que l'avantage, évidemment, c'est que la communication, c'est plus du contenu, c'est pas ce qu'on dit, c'est le fait qu'on puisse parler entre nous. Donc ce n'est plus idéologique, comme toutes les communautés qu'on a considérées précédemment, c'est-à-dire relative à un certain contenu, mais c'est le fait même de parler, le fait même de communiquer, qui met en œuvre, n'est-ce pas, met au travail la communauté. L'idée donc qu'il y a des règles de communication qui sont des règles toujours implicitement reconnues, même si elles ne sont pas reconnues, elles sont implicitement à l'œuvre et qui font la validité de tout discours. L'idée, c'est que dès qu'on parle, l'idée développée donc par ce rationalisme contemporain, c'est que dès qu'on parle, on respecte des règles.
qu'on ne connaît pas comme tel, mais que de fait on respecte. Et c'est ce qui fait apparaître quelque chose qui serait donc je reprends le terme allemand, mais qui vient de Kant, un transcendantal du commun. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en amont. Transcendantal au sens non pas de transcendant, mais transcendantal, c'est-à-dire a priori. A priori, en amont de toute expérience, il y a un transcendantal du commun qui est ces règles que nous respectons toujours, que nous mettons toujours en œuvre dès que nous parlons. Dès qu'on parle, à soi-même comme aux autres, on met pratiquement, mieux encore, pragmatiquement en œuvre cet a priori de la communication, et on ne peut faire autrement. C'est-à-dire que dès qu'on parle, on ne peut pas échapper à ces règles-là. C'est ce qui nous vient en fait d'Aristote, et de ce que Aristote expose comme étant le principe de non-contradiction. Alors, le principe de non-contradiction, au livre Gamma de la métaphysique d'Aristote, c'est un axiome. On ne peut pas démontrer le principe de non-contradiction. C'est un axiome. C'est-à-dire quelque chose qui est posé comme ça, comme principe. À partir du point, on pourra développer beaucoup de choses, mais que lui, on ne peut pas démontrer en tant que tel. Axiome. Hypothèse prise pour vraie. Posée comme vraie. Alors, l'axiome, je le pose. Je ne peux pas le démontrer. Et qu'est-ce qui ferait la force du principe de non-contradiction? C'est toujours essentiel. C'est que qui prétend le contredire le respecte encore. Ça, c'est la grande force de la pensée d'Aristote. Il dit oui, le principe de non-contradiction, je ne peux pas le justifier en tant que tel. Mais ce que je peux montrer, c'est que qui veut l'abattre, qui veut le contredire, se contredit. Parce que celui qui va contredire le principe de non-contradiction, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va respecter en fait le principe de non-contradiction pour vouloir le détruire. Donc, celui qui le contredit le maintient encore. Force la pensée d'Aristote, vous voyez. C'est bien un axiome, je ne peux pas le démontrer, mais qui voudrait s'opposer à lui, le contredire, reste sous le joug, reste pris dans l'obligation de le respecter. Car si je m'oppose au principe de non-contradiction, pour m'opposer à lui, ben je vais respecter la non-contradiction de mon propos pour le défendre. Donc je suis pris au piège de ce principe que je voudrais détruire. Donc là, il y a une force d'Aristote que vont soutirer, que vont exploiter ces penseurs allemands, Happel, Habermas, pour dire, voilà, là vous êtes au principe même du commun des hommes. Vous savez ce que dit Aristote? C'est que qui ne respecte pas le principe de non-contradiction est comme une bête. Donc il s'exclut de l'humanité. Il s'exclut de la possibilité du logos. Eh bien, c'est ce que dit aussi Happel. Happel dit ne pas respecter le principe de non-contradiction équivaut au suicide. Je me suicide dans ma vocation d'homme. Alors, c'est ce que je vais interroger, brièvement, rassurez-vous, pour me dire est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui est un préalable ou un préjugé, en tout cas quelque chose qui est comme ça, pris dans la pensée du logos qui nous vient des Grecs, mais que d'autres modes de pensée, d'autres modes d'expression de la pensée ne respectent pas, ou à quoi ils ne souscrivent pas. Et d'abord, le fait que, nous dit Happel, c'est que pour communiquer, il faut qu'on s'entende sur les mots, sinon on ne communique pas. L'exigence première de la communication, c'est qu'on s'entend sur les mots, et c'est ce que disait déjà Aristote, pour qu'il y ait logos, il faut qu'on dise une chose et une seule chose. Donc il faut commencer par définir, pour pouvoir communiquer entre nous. Donc exigence d'une définition qui fasse que, eh bien, on s'entend sur les mots. Or, je me demande si c'est, dès lors qu'on sort de la langue européenne, la grande langue européenne, indo-européenne, si c'est encore aussi valide. Et si, je pense que j'ai, moi, à partir du chinois, n'est-ce pas?
c'est que quand on traduit des termes chinois en langue européenne, je pense au terme en chaîne, je vais le traduire par esprit. Mais ce qu'on va mettre sous esprit du côté chinois et du côté européen n'a rien à voir, quasiment rien. Donc j'aurais bien un mot commun qui ferait communication, mais ce que je mets sous ce mot est tellement pris dans des traditions, des filiations hétérogènes, que ce commun est plutôt un quiproquo que quelque chose qui ferait effectivement mise en commun. Je donne seulement cet exemple parce que je crois qu'il n'y a pas d'abus plus grand aujourd'hui dans notre langage mondialisé que celui de spirituel ou spiritualité. Ça, c'est le fourre-tout, n'est-ce pas, ou le grand couvercle, sous lequel on range les choses totalement... Et quand vous traduisez, par exemple, vous voyez, quand on dit nourriture spirituelle, si je traduis, n'est-ce pas, du chinois, ça n'a rien à voir. Rien à voir, n'est-ce pas. Nourriture spirituelle, pour nous, ça renvoie à quelque chose qui est le dualisme, ça renvoie à l'idée qu'il y a nourriture du corps et nourriture de l'âme, etc., etc. Mais tout ce qui est nécessairement implicitement convoqué. Alors que si c'est traduit du chinois, signifie tout autre chose, qui est la nourriture du vital en moi, c'est-à-dire l'activation de la vie en moi, la longue vie, et pas du tout ce dédoublement du physique et du moral, bref, la grande affaire que nous véhiculons depuis les Grecs, le dualisme, etc. Donc, je me demande si cette exigence de s'entendre sur les mots est tenable à l'intérieur même du discours. Est-ce qu'il y a un même langage possible, puisque c'est pas tant la différence, c'est pas seulement la différence des langues, mais c'est le fait que, eh bien, tous nos grands mots, en quelque sorte, sont habités de traditions de pensée dont ils ne sont pas séparables. Si je prends le mot ciel en Chine et le mot ciel en Europe, bon, le ciel, on me dira, bah oui, le ciel, tout le monde sait ce que c'est que le ciel. Non, c'est pas. Non. Si je dis justement nourriture céleste, hein, bien, pour nous, on sait ce que c'est la manne, c'est la nourriture de l'âme, etc. Nourriture céleste, dans le Zhuangzi, c'est quoi? C'est la nourriture qui me permet de prolonger ma vie, n'est-ce pas, qui est cette alimentation décantée, mais toujours physique, n'est-ce pas, la respiration, par exemple, qui est donc qui ne renvoie pas à un autre plan, à un autre monde, bref, à quelque chose, un ailleurs, tel que dans la pensée européenne. Donc je ne suis pas sûr que c'est la grande équivoque de la traduction. Je reviendrai sur la traduction tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait justement qu'on puisse trouver du même sens suffisamment pour assurer une communication qui soit interculturelle et qui soit valide au-delà du périmètre européen ou indo-européen. Bon, je me hâte pour remonter à Habermas, qui, venant après Apple, a bien enregistré le fait qu'il y a des différences anthropologiques et qu'il y a donc peut-être une limitation à la pensée du logos telle qu'on le considère à partir de l'expérience européenne. C'est pour ça qu'Habermas va faire un pas de plus pour penser la discussion. En disant, voilà, ce qui sera le transcendantal du commun, c'est les règles de discussion. Diskursregeln. Avec cet effort que nous faisons les uns et les autres pour nous convaincre. La conviction obtenue par les discussions, voilà qui nous mettrait au départ, en amont du commun, sans qu'il n'y ait plus de, je cite, présuppositions incontournables. Est-ce qu'il y a des règles de discussion dont je pourrais dire qu'elles sont d'emblée communes, a priori communes à toute l'humanité? Je n'en suis pas sûr. Je me demande si Habermas n'est pas encore habité par quelque chose qui est le logos grec, le logos socratique, bref, ces règles qui sont celles du dialogue platonicien. Si je me réfère simplement à ce qu'a été la pensée du dialogue-non-dialogue chez Zhuangzi, par exemple, dans la pensée taoïste, où finalement, convaincre l'autre n'intéresse pas. Ce n'est pas convaincre l'autre qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? Le Überzeugung de l'allemand, ce n'est pas le peito des Grecs, peitein, convaincre, parce que convaincre suppose qu'il y a de la vérité en jeu. Or, on peut très bien penser, comme la pensée chinoise, sans se référer à une vérité.
et maintenant que la discussion soit légitime. Mais quel est un échange de paroles qui ne serait pas une discussion, qui ne serait pas selon l'enjeu de la conviction, qui ne serait pas référé à la vérité, et qui fait néanmoins que, eh bien, dans le Zhuangzi, la parole est à l'œuvre et la parole peut être échangée. Donc je crois que, voilà, il y a une question aujourd'hui qui est, est-ce qu'on peut fonder un commun transcendantal, c'est-à-dire a priori en amont de toute expérience, à partir du discours, ou est-ce que ce discours qu'on voit comme étant au départ du commun humain n'est pas encore le logos grec, donc issu d'une tradition culturelle singulière, que je ne remets pas du tout en question, n'est-ce pas? Je trouve que c'est l'effort des Grecs pour penser la persuasion, le peithein, n'est-ce pas? Tout cela est magnifique. Mais est-ce que c'est d'emblée universel? C'est ce que je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que le passage par la pensée chinoise, et notamment la parole taoïste, me fait apparaître comme étant sujet à caution, n'étant plus évident que cela pouvait apparaître du dedans de la pensée européenne. Bon, la stratégie du Zhuangzi, c'est justement de se défier de tout ce qui serait règle de la discussion, de jouer avec ça pour justement se déprendre, pour se dégager de toute logique de la parole, et faire apparaître autre chose, qu'on appelle comme ça Tao dans la pensée chinoise. Donc je suis plus sûr, vous voyez, la force de la pensée d'Habermas, c'est de dire qu'au fond, il y a, je prends son terme, du pragmatico-transcendantal. Excusez-moi de vous parler de cela à 20h25 et en fin de journée, mais le terme est essentiel, parce qu'au fond, c'est la pratique du discours, la mise en œuvre du discours, qui révélerait du transcendantal de l'humain, c'est-à-dire quelque chose qui serait en amont de toute expérience, a priori, donc imposant sa nécessité. Ce que je disais de l'universel de nécessité évoqué la dernière fois. Alors, vous voyez, la position est forte de dire effectivement, dès lors qu'on discute, sont mises en œuvre des règles de discussion, Diskursregeln, qui donc font apparaître dans la pratique pragmatique, pragmatico-transcendantal. Un transcendantal, donc, un a priori de la communication fondant la légitimité de cette communication. Mais il me semble que, en avançant cela, position forte de la part de ce rationalisme contemporain, quelque chose n'est pas pris en compte d'une diversité des cultures, d'autres modes de parole que celui du logos, de la parole sans parole, comme disait taoïste, parler sans parler, n'est-ce pas? Parole sans parole, qui est donc dans une stratégie, je dirais, habile. Bon, les taoïstes n'ont pas lu Habermas, bien sûr, mais stratégie habile pour déjouer tout ce qui serait règle de discours, faire passer à autre chose, qui est de l'ordre du dégagement vis-à-vis de tout discours. Non pas de l'innommable ou l'ineffable, qui doit faire grec, mais l'aporétisme, mais de ce qui est stratégie de biais, stratégie comme ça, de biais, oblique, indirect, pour déjouer le piège à parole et, disons, par là même, laisser apparaître une autre possibilité au sein de la parole, mais qui n'est pas de désignation, qui n'est pas de conviction, qui n'est pas d'assignation, qui est d'affranchissement de la parole au travers même de la parole. Bon, cela me conduit à donc interroger cette position du rationalisme contemporain, en même temps que j'ai dit en commençant que le grand effort du rationalisme, c'est de fonder du commun, et que tous ceux qui, disons, se critiquent cela occupent des positions d'irrationalisme. Mais pour me demander si, m'interrogeant ainsi sur la pensée de ce rationalisme contemporain, il ne faudrait pas prendre les choses autrement. C'est-à-dire non pas penser le commun par extension, cette extension première qui serait l'espace de la parole partagée ou du discours de conviction, mais, et là je reviens à mes termes de départ, l'écart et l'antre, il ne faut pas penser un commun, donc non pas sous le mode de l'extension, qui dans sa délimitation ou dans ses critères paraît pouvoir toujours être un tant soit peu suspecte, mais plutôt par tension, non pas extension, mais tension, et là je reviens aux deux concepts que j'avais avancés au départ, ceux d'écart et d'antre, à partir desquels je conçois l'avènement du commun. Mais d'abord, pour me relier à la séance précédente, celle de l'universel, je dirais que j'avais plaidé pour un universel, non pas d'universalisme, non pas de totalisation, mais un universel rebelle, un universel rouvrant du manque dans toute totalisation achevée.
Universel, donc, je reprenais le terme chez Kant, régulateur, c'est-à-dire servant de règle. Jamais, universel, jamais satisfait, mais ne cessant de, voilà, de déployer l'horizon de la recherche. Donc, jamais satisfait, ne cédant jamais à la facilité de la totalisation, de l'universalisme, mais rouvrant du manque dans toute totalité achevée. Eh bien, je dirais, c'est là que je vois cette fonction universelle régulateur, donc maintenant en recherche par rapport au commun. J'ai dit le commun est traversé par cette ambivalence, il dessine un dedans du partage, mais cet horizon partagé peut se retourner en frontière d'exclusion, donc d'inclusion devenir exclusif. Par exemple, justement, la fonction de l'universel n'est jamais satisfait, l'universel qui laisse toujours à chercher, que de maintenir le commun ouvert. Et ce pourquoi je plaide, c'est donc cette mise en rapport de l'universel régulateur, maintenant la recherche avec le commun. Pour que le commun ne se referme pas en commun communautariste, en commun exclusif, eh bien, ce qui peut le maintenir ouvert, jamais satisfait, repoussant toujours plus loin l'horizon, c'est bien cette idée d'universel, qui pour moi donc n'est pas périmée, mais ce qui maintient le commun ouvert. Ce qui maintient le commun dans son exigence d'ouverture, c'est cet universel jamais satisfait que j'avais tenté la dernière fois d'évoquer. Pour dire simplement que je ne céderai pas trop vite à la mutation contemporaine qui fait passer de l'universel au commun. Par peur d'assumer l'universel, aujourd'hui, on a tendance à se déporter du côté du commun. Je pense notamment aux travaux chez les juristes comme ceux de Demlas-Marty, pour un droit commun. Donc cette sorte de repli dans le commun par abandon d'une exigence universelle. Je pense qu'il est peut-être plus opportun de coupler les deux, donc en proposant comme exigence d'un commun ouvert cette pensée universelle qui n'est pas satisfaite et dont les formulations sont toujours des universalisantes, au sens où mettant en œuvre l'universel, mais non pas d'universel qui se croirait abouti ou définitif. Et donc de penser le commun, non pas sous le mode de l'extension, mais plutôt de la mise en tension, à partir des termes d'écart et d'entre que j'avais évoqués en commençant. Donc je vous rappelle donc l'exigence, qui est que l'écart, par différence avec la différence, l'écart ne range pas, mais dérange jusqu'au bas l'écart, faire un écart de conduite, un écart de langage. Et ce que je cherche en passant en Chine, justement, c'est d'ouvrir de l'écart et de me réinterroger sur les fondements rationnels de la pensée européenne, comme chez Habermas, à partir de cet écart chinois. Donc l'écart qui est exploratoire, vous l'avez rappelé, et l'écart qui aussi, et c'est le second point essentiel, maintient l'autre en regard. Alors que la différence, dans sa définition, laisse tomber l'autre, je définis A par différence avec B, et une fois que cette différence est faite, je laisse tomber B et je garde A pensé dans sa définition. Non, l'écart maintient l'autre en regard. Donc au lieu de laisser tomber l'autre, eh bien, il le maintient en vis-à-vis. Et c'est donc dans cet écart ouvert, comme entre pensée chinoise et rationalisme européen, parce que l'écart maintient l'autre en regard, eh bien, peut apparaître de l'antre où se promeut du commun. Donc c'est dans cet antre ouvert par écart, l'écart maintenant en regard, l'écart étant dans sa fonction exploratoire d'aller le plus loin possible dans l'écart, mais maintenant en même temps en regard, que se promeut un commun dont je dis que c'est un commun intensif. J'avais distingué en première intervention, je crois, ces deux modalités du commun. Commun pauvre, qui est le commun du semblable, le commun d'assimilation. Je crois que la question doit être pensée aujourd'hui comme telle, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec du semblable qu'on fait du commun. J'avais cité la phrase de Braque, le commun n'est pas le semblable, le commun est vrai, le semblable est faux. Le semblable est faux, parce que le semblable, c'est du semblant, c'est de l'apparence. Donc ce n'est pas avec du semblable, ce n'est pas avec de l'assimilation qu'on fait du commun effectif. Donc si c'est pas, c'est à quoi je poserai le commun, non pas faible, mais fort. Fort, c'est-à-dire intense, intensif,
qui est le commun qui procède de l'écart, ou plutôt de l'antre ouvert par écart. J'évoquais en commençant le commun de la famille. C'est parce qu'il y a de l'écart en jeu entre parents et enfants, écart de génération, écart d'expérience, que peut se promouvoir un commun intensif qui fait effectivement famille, qui fait famille. Bon. Je pense que dans la cité, c'est pareil. C'est des écarts, écart d'expérience, écart de métier, écart d'origine, que de ces écarts ouverts, divers, n'est-ce pas, se promeut, ou plutôt s'ouvre un antre au sein duquel se promeut un commun intensif, qui fait qu'il y a effectivement à partager à partir de cette diversité engagée. Donc, alors c'est ce que je vois à l'œuvre dans cette opération qui me paraît pour moi décisive, qui n'est pas seconde, qui est décisive, qui est la traduction. Alors j'en reparlerai la semaine prochaine à la BNF, mais la traduction, ce n'est pas une opération seconde comme ça. La traduction, c'est l'opération où se met en œuvre ce commun-là. Se met en œuvre, se met au travail. Pas, le commun de la traduction, c'est ce qui fait apparaître du commun. Une langue de départ, une autre langue. Dans leur écart, il faut, pour bien traduire, reconnaître ces écarts des langues. Et le traducteur, c'est celui qui, justement, ouvre de l'antre entre les langues, dans l'écart des langues, et promeut quoi? Un commun qui est un commun de l'intelligible. Donc la traduction, pour moi, est une affaire décisive de notre époque. J'insiste dessus. Alors je crois d'ailleurs que vous avez en vue d'en parler ultérieurement. Je crois que notre avenir va se décider en grande partie là-dessus. Est-ce que nous allons adopter une sorte de langue commune, de koiné, qui serait une sorte de globish? C'est pas la langue de Shakespeare, c'est ce que vous entendez quand nous parlons tous anglais, qui n'est pas de l'anglais d'ailleurs, qui est bon, avec donc tout ce qui va être cette assimilation. On fait les mêmes gestes, on dit les issues, topics, on fait ce qu'on sait tous dire comme ça pour communication faible. Où est-ce qu'on maintiendra, et là c'est une responsabilité de génération, c'est une responsabilité historique, est-ce qu'on maintiendra le divers des langues? Des langues, avec les écarts entre langues, et donc l'entre-langue apparaissant de ces écarts. Je crois que c'est une décision pour nous essentielle. Moi, je suis constamment dans cette lutte-là. Encore aujourd'hui, on me dit allez parler de l'identité culturelle, etc., à Munich en anglais. Je dis non, ce sera, je entends l'allemand, je le parle plus suffisamment, mais je l'entends, et il faut traduire. Je parlerai en français, non pas pour défendre la langue française, je défends aussi bien la langue allemande ou italienne ou l'espagnol, mais disons, c'est qu'il y a un divers des langues, mais je ne vais pas, disons, là-bas, pour que nous échangions dans une langue tierce, il n'y a pas de métalangue, si vous voulez, il y a, une langue et l'autre, j'écouterai l'allemand, je parlerai en français, et si vous faites de même, nous serons dialoguants en Europe. Car l'Europe, c'est quand même, la phrase d'Umberto Eco, la traduction est la langue de l'Europe, c'est une phrase qu'on peut déployer au-delà, n'est-ce pas? La traduction, c'est la langue du monde. Où le monde ne sera effectivement intensément monde que si la traduction est la langue à venir. Donc, je crois que là, il y a un combat politique engagé, historique, qui est qu'il revient à notre génération de défendre le divers des langues. Défendre Babel, défendre qu'il y ait encore des langues, et je l'ai dit pas du tout comme on pouvait le dire à l'époque précédente, où on défendrait le français. Non, je ne défends pas le français, je défends le fait qu'il y ait des langues en Europe, l'italien, l'espagnol, l'allemand, enfin, les langues de culture. Alors, on ne les connaît pas toutes, mais l'important, c'est plus d'une langue, être entre langues, avoir l'intelligence, justement, de la traduction, et du fait que c'est dans notre langue que, justement, le sens se rouvre, connaît de nouveaux possibles. Bref, il y a quelque chose qui est de l'ordre du munus, que j'évoquais dans le commun, le communis latin, du munus, du don, de la dette, de l'échange, du contre-don, bref, cette activité-là qui est alors bien sûr, on me dira la traduction est difficile, etc. Mais justement, c'est ce manque-là, ce manque que fait apparaître la traduction, cette difficulté sur laquelle ne cesse de faire heurter la traduction, qui est le manque qui fait du commun effectif. Ce manque de la déficience, ce manque de justement du manque, j'ai dit universel, j'ai satisfait, eh bien, ce munus,
cette responsabilité partagée qui fait qu'on n'est pas immune, n'est-ce pas, mais justement dans ce monus de responsabilité réciproque, qui fait ce manque, cette déficience-là, cette difficulté que ne sait entre les interlocuteurs, c'est celle qui fait justement œuvrer le commun. Donc, comme vous l'avez compris, c'est comme ça que je comprends le dialogue. Le dialogue, à la différence des règles du discours d'Habermas, le dialogue, je le conçois en grec, dia de l'écart et logos de l'intelligible. Dia de l'écart, c'est ce que dit dia en grec, n'est-ce pas? Dia de l'écart, et un dialogue d'autant plus riche qu'il y a l'écart en jeu, et dia du cheminement. Dia signifie deux choses en grec. Cheminement. Le dialogue, ce n'est pas instantané, ce n'est pas une intuition, non, ça se déroule, ça chemine, ça travaille. Il faut du temps pour dialoguer. Donc, dia de l'écart et du cheminement, et logos de l'intelligible, c'est-à-dire qu'au fond, le commun que je crois au principe de l'humain, c'est l'intelligible. Non pas des règles de discours qui seraient pragmatico-transcendantales, mais qu'il y a quelque chose qui est une activité humaine, qui n'est pas définie, qui n'est pas arrêtée, qui est l'intelligence. L'intelligence qui n'est pas l'entendement kantien avec ses catégories, j'en ai dit suffisamment la dernière fois, donc la table des catégories, concept souche de tout entendement humain, non. L'intelligence, c'est cette activité de capacité d'intelligere, de s'ouvrir à de l'autre, de comprendre. Intelligence, donc, qui n'est jamais achevée, acquise, définie, délimitée, qui est en chantier. Et plus mon intelligence traverse d'intelligibilités diverses, plus elle se déploie. Et je crois qu'il y a donc, c'est là que je poserais comme commun premier de l'humain, qu'il y a de l'intelligible. C'est-à-dire, bien sûr, on ne comprend pas tout, chacun a une compréhension limitée, mais il y a quelque chose qui est, au départ de l'humain, c'est qu'il y a de l'intelligible, c'est-à-dire, ce que je disais la dernière fois sous le terme d'universalisant, et non pas d'universalisable, c'est-à-dire qu'il y a une capacité ouverte, jamais aboutie, toujours en travail, toujours en déploiement, et de pouvoir comprendre de l'humain par l'humain, enfin, intelligible. Donc, je pense qu'il y a ce commun de l'humain, qui est un commun prescriptif, et qui est celui sur lequel le divers des cultures peut se reconnaître pour ne pas en rester dans un chez-soi culturel délimité. Merci de votre attention. Alors, c'est toujours difficile parce que vous, en fait, vous répondez à toutes les questions que je me pose en cours. Alors, j'ai trouvé un parallèle, évidemment, avec la dernière conférence, l'Universel. Vous avez retracé la Grèce, donc, par rapport au concept, la dernière fois, de l'Universel. Là, on a retrouvé aussi, quelque part, le commun vu de façon grecque, avec le concept. On a suivi avec les Romains, tradition du droit, avec la citoyenne, enfin, la civitas romana, on a suivi la même tradition. Puis alors après, donc on n'est pas passé vraiment par le christianisme. On est tout de suite allé très loin du côté des matérialistes. J'ai parlé, entre parenthèses, de la communion. Communion. Mais est-ce que vous pouvez peut-être développer Non, j'ai dit entre parenthèses. Non, ce que je veux dire par là, c'est que cette affaire de Platon paraissait essentielle, que le corps, c'est vie privée. Et alors, je me dis, effectivement, la pensée chrétienne, dans l'idée de la communion, partager le corps du Christ, est un essai de franchissement de ça. Alors moi, j'en sais pas plus, mais disons, je crois que ce que dit Platon est très important, parce qu'effectivement, quand on vit, je sais pas, en famille, en amitié, il y a bien cette chose qui, soudain, nous sépare et fait muraille, c'est le corps. C'est toi qui es malade, c'est pas moi. Et donc, il y a quelque chose qui se clôt là, et tous les désirs, quand on pense de l'intime, si vous voulez, oui. L'intime se heurte contre la frontière du corps. C'est que l'intime qui est cette profondeur du partage, on peut partager la douleur, on peut partager la souffrance, mais il y a quelque chose qui est coincé dans le corps et qui ne se partage pas, qui est que c'est l'un ou c'est l'autre qui a mal, et c'est l'un ou l'autre qui meurt. Enfin, c'est quelque chose donc qui est se priver, disons, inexorable. Oui. Alors, je me dis par rapport à ça, c'est vrai que la pensée chrétienne promeut la notion de partage au travers des corps.
pas, in Christo, dans le Christ, c'est-à-dire en fait dans un commun de la communion, partage du corps du Christ, n'est-ce pas, qui est une sorte d'échappée à cette frontière qui nous isole les uns des autres, qui est le corps de chacun. La privauté, disons, dans laquelle on est comme ça, borné. Oui, c'est ce que aussi André Consponville, un homme solitude, c'est-à-dire qu'on meurt seul, personne ne peut mourir à notre place. On est malade, personne ne peut être malade à notre place, donc il y a une certaine solitude. Donc c'est ce qui échappe à ce commun. Quand vous disiez tout à l'heure, on dort dans notre sommeil, on est seul, on est coupé du reste. Je préfère encore la référence à Heidegger qu'à Consponville. Je suis désolé. C'était aussi une parenthèse. Non, mais l'affaire est importante. Oui. Parce que si vous voulez, au fond, ce qui est si fort chez Platon, c'est qu'il est au départ de la pensée du communisme. Et donc, je ne peux pas parler du commun sans faire référence à ça, si vous voulez. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est travaillé dans l'histoire. Et vous voyez, chez quelqu'un comme Badiou aujourd'hui, vous voyez le fait qu'il est posé avec les platonicien. Parce qu'au fond, l'idée que le commun doit transcender tout ce qui est limitatif, individualisant, etc. Et c'est une idée qu'il faut prendre, qu'il faut entendre. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu les échecs du communisme successifs qui sont transformés en totalitarisme, disons, d'oppression, qu'il n'y a pas quelque chose d'une idéalité, enfin, je veux dire qu'il y a... il faut réfléchir longtemps avant de renoncer à l'exigence de la pensée du commun. C'est... parce que commun, il y a rationalité. Hein. Et ce que j'évoquais des Grecs me paraît important dans la mesure où tout refus ou repli du commun, c'est aussi un abandon du rationnel. De l'exigence, le rationalisme au sens de l'exigence de rationnel. Pas de rationalisme historiquement déterminé, qui sont tous très circonscrits, mais disons, donc je crois que il y va du principe même de la pensée, dans son exigence, que de penser le commun. À propos toujours des Grecs, vous disiez tout à l'heure, donc l'approche grecque, c'est de choisir, finalement, de partager. Donc quand il y a choix, il y a liberté. Évidemment, notion grecque. Récemment, je crois que j'ai lu, vous parliez aussi de liberté comme sujet d'initiative. Est-ce que vous pouvez vous expliquer un peu plus ce que vous entendez par sujet d'initiative, parce que cette notion nous intéresse beaucoup ici au patronage laïque, pour peut-être repenser quelque part la liberté que la notion des Grecs qui a été posée, puisque en fait on choisit de partager. Merci de m'ouvrir à cette question. Je crois que la notion de liberté, d'abord, il faut la différencier. Notamment en Grèce, il y a plusieurs mots pour dire liberté. Il y a ce qu'on appelle exousia, c'est-à-dire faire ce qui me plaît. Bon, ça, je crois, très communément partagé. Enfin, c'est l'universel de généralité. Et puis, il y a ce que les Grecs ont pensé, de façon beaucoup plus évidente, qui est éleutéria, la liberté politique. Avec ce double aspect chez les Grecs, d'obligation, d'une part, mais de participation de l'autre. Et être citoyen, c'est pas seulement respecter la loi, c'est participer aux activités d'être citoyen. C'est donc être activement citoyen. Chose qu'on oublie trop aujourd'hui. Donc c'est des libertés que les Grecs ont pensées essentiellement politiques, durant la cité grecque, quand on pouvait être citoyen, et qui ensuite a été intériorisée, j'évoquais le stoïcisme tout à l'heure, aussi dans le stoïcisme. C'est-à-dire que, de même que je deviens citoyen non plus d'une cité mais du monde, cosmopolites, de même, la liberté devient une liberté intérieure, c'est la liberté d'affranchissement. C'est-à-dire que j'ai en moi un principe libre, qui est ce que Marqueur appelle le to egonomikon, mon principe hégémonique, qui fait qu'on peut me contraindre autant qu'on veut, je peux avoir toutes les oppressions que je veux, quelque chose en moi reste à moi, proprement à moi, mien, qui est cette capacité de consentir ou pas. Donc là, les Grecs stoïciens ont pensé la liberté dans l'éleutéria, être libre, comme idéal grec de la cité, mais sur un mode intérieur, puisqu'il n'y a plus de cité, qui est donc ce qu'on appellera la citadelle intérieure, justement, l'acropole intérieure. Donc, il y a en moi
je cesse de dépendre du monde, des autres, etc., du pouvoir, de l'oppression, etc. Mais il y a en moi quelque chose qui est un principe d'autonomie. Donc l'idée d'autonomie qui était, c'est la cité d'abord, se donner à soi-même sa loi, devient intérieure, mon autonomie personnelle. Mais ce qui s'est passé depuis, c'est que la tradition métaphysique a pensé cette liberté sur un mode métaphysique. Ça, c'est toute la pensée classique européenne. Bon, c'est le cas chez Descartes, n'est-ce pas ? La liberté liée à la volonté, vous l'avez dit, parce que ce qui se passe après les stoïciens, c'est que cette notion de volonté, qui était seulement esquissée chez Aristote, va devenir prépondérante à partir du christianisme. Ça se passe chez Augustin. La voluntas, la volonté de faire le mal, vous voyez, mais la mauvaise volonté. Bon. Tout cela se met en place chez Augustin, et donc pose un problème, c'est est-ce que je suis libre ? Parce que je suis conditionné, le monde ne cesse de me conditionner, et bon, est-ce que je peux invoquer une liberté, donc transcendant tous les conditionnements qui pèsent sur moi ? Ça, c'est la grande question de l'époque classique. Et l'époque classique l'a tranchée, comment ? Eh bien, en pensant à une liberté métaphysique. Une liberté qui m'est donnée au départ, et c'est le schéma cartésien, mais quel schéma encore de notre justice aujourd'hui ? C'est-à-dire que je suis conditionné autant que vous voulez, par toutes les raisons qu'on peut invoquer, mais j'ai en moi un principe de liberté inaliénable. Pour Descartes, il y a deux facultés, n'est-ce pas ? L'entendement qui est limité, la volonté qui est illimitée, et cette volonté, elle fait apparaître une liberté du sujet comme la liberté de Dieu. Alors les questions qui se posent pour nous, je crois, ça c'est de Kant jusqu'à Descartes, de Descartes jusqu'à Kant, excusez-moi, mettons les choses à l'endroit. Et Kant nous laisse dans une situation inacceptable, qui est qu'il y a un moi déterminé, par tous les conditionnements, alors on dirait aujourd'hui sociologique, psychologique, etc. Mais il y a en moi un autre moi, qui est un moi, comme il est non plus phénoménal, mais nouménal, qui est un moi libre. Donc avec toujours un dédoublement des deux. C'est ce que je crois, nous ne pouvons plus penser aujourd'hui comme cela. Mais je dirais notre justice, c'est encore ça. Vous voyez, quand on juge quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche toutes les raisons qui expliquent son acte. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, un viol, on va chercher tout ce qu'il peut dans son milieu, son origine, tous ses atavismes, etc., toutes les influences. Donc, ils vont expliquer cet acte, l'expliquer dans un rapport de cause à effet. Puis on va dire, oui, mais il était libre. Et donc, on va invoquer un autre moi que le moi déterminé par les conditionnements, qui sera un moi sujet de liberté. C'est ce que je ne souhaite pas prolonger. C'est pour ça que je suis en quête alors d'une liberté qui soit une liberté non pas octroyée par Dieu, ou postulée, comme chez Kant, les trois postulats de la raison pratique, mais qui soit dégagée. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes très induits, sous influence, tout ça nous savons, mais il me semble que nous pouvons faire apparaître un tant soit peu de liberté concrète, d'initiative. C'est là que je trouve, on prend le terme d'initiative que vous proposiez, en prenant initiative dans son sens latin initium, c'est-à-dire être début de. Initium, c'est début. Donc, bien sûr, je suis conditionné, mais promouvoir l'humain en moi, ou je dirais exister, c'est justement faire apparaître et activer cette possibilité d'être au départ d'eux. Or, je pense qu'être sujet, c'est ça. Être sujet existant, c'est ça. C'est-à-dire que j'appartiens au monde, je suis immanent au monde, demeurant dans le monde, mais en même temps, je peux, un tant soit peu, me tenir hors du monde. Ce qu'on appelle exister. Si je prends le terme dans son sens latin, exister, se tenir hors d'eux. Donc, je suis immanent au monde, si vous voulez, appartenant au monde, il n'y a pas d'autre monde, mais me tenant dans le monde, demeurant dans le monde, je peux en même temps exister, me tenir hors du monde, c'est-à-dire décoller, désadhérer, me désemboîter, ou comme je dirais plus précisément, décoïncider de ce monde. Et décoïncidant de ce monde, je fais apparaître un début d'initiative. Ne serait-ce que quand je dis quand je parle. Quand je parle, je suis auteur de ma parole, même si tout ce que je dis, je l'ai lu ailleurs, etc. Néanmoins, j'active un début. Et je pense qu'être sujet, c'est toujours une façon de faire effraction dans la continuité du monde, dans la régulation du monde, et
faire apparaître, être sujet, c'est ça, faire apparaître un début d'initiative. Et je crois que, au fond, c'est une façon de faire repenser à la liberté, non pas de façon plus modeste, mais concrète. C'est-à-dire qu'au fond, je ne suis pas que me posant en sujet, de ce fait même, je décoïncide. J'introduis une fissure, une effraction dans la régulation du monde, dans la totalisation du monde, dans tout ce qui est de l'ordre du conditionnement, de l'environnement. Et c'est ça qui est être sujet, c'est-à-dire faire lever cette possibilité-là, cette initiative-là. Donc une liberté, c'est une défraction. Or, je pense que se lever, parler, fait apparaître, met en œuvre cette liberté d'effraction, au travers même des conditionnements. Donc c'est plus la liberté classique, c'est une liberté d'un autre ordre. Il y a la contrainte du monde phénoménal, du monde physique, etc. Et puis il y aurait un autre moi, par dédoublement de ce monde, appartenant à un autre monde, posé un principe chez Kant, postulé, qui sera le monde du souverain bien, le monde divin en fait. Postulé. Kant est modeste, parce que il se défie de la métaphysique. Mais néanmoins, ce qu'a tant reproché à Kant, c'est qu'il a reconduit le geste métaphysique au travers même de sa critique de la métaphysique. Par un dédoublement, donc par du bon vieux dualisme. Donc c'est le monde à deux étages, et c'est le sujet à deux étages, ce que je ne veux pas. Donc penser la liberté comme étant... Moi je tiens à ce concept de décoïncidence, parce que dès lors que nous décoïncidons du monde, de l'environnement, de l'adaptation, etc., nous faisons émerger, dans la fissuration de cette appartenance, émerger une possibilité concrète d'initiative, c'est-à-dire de se situer au départ de quelque chose. Donc, en effet, c'est vrai qu'on voit aussi votre souci du réel, sans cesse, et dans cet élan d'immanence, que les choses ne sont pas si déterminées, justement. Il n'y a pas besoin d'un dédoublement du monde pour invoquer autre chose, mais il y a toujours cette possibilité, vous l'aviez exprimé dans l'intime et l'extime, qui est aussi quelque chose qui permet de désadhérer et de montrer que finalement, il n'est pas nécessaire d'invoquer un dédoublement du monde pour pouvoir expliquer ne serait-ce que le vivre. D'ailleurs, c'est quelque chose que c'est central depuis quelque temps dans vos travaux, le vivre. Au dédoublement, j'oppose la décoïncidence. Dédoublement, c'est de dire, voilà, il y a deux mondes, deux strates, le phénoménal et puis le transcendant. Ce qui me paraît, très insatisfaisant par le fait qu'on rompt l'expérience. Simplement ça, c'est qu'il y a un unité d'expérience qu'on vient comme ça trancher en deux, dire, ben non, il y a deux étages. Et qu'ils ne communiquent pas entre eux. Je préfère, au concept de dédoublement, le bon vieux concept dualiste, je parlais de décoïncidence. C'est-à-dire, la capacité que nous avons de sortir de la coïncidence ou de l'adaptation, je parle de ex-adaptation. Non pas seulement s'adapter, l'homme s'est adapté, mais si l'homme s'était toujours adapté, il n'aurait pas été sujet, il ne serait pas promu en sujet humain, il n'aurait pas promu le langage, il n'aurait pas promu la pensée. Donc tout ce qui fait que nous nous retirons des adaptations, nous nous retirons des adhérences, de tout ce qui est milieu, ambiance, etc., et faisant paraître donc une initiative de sujet. Et c'est ça, donc, décoïncider me paraît dire cette marge que l'homme s'ouvre par fracture du monde ou fissuration du monde, cette marge de manœuvre, modeste ou pas, si modeste soit-elle, qu'il s'ouvre pour ouvrir une initiative possible. Et donc, un espace concret de liberté. Donc, pour moi, décoïncidence, moi, je tiens à ce concept qui j'essaie de travailler maintenant dans mes affaires. C'est parce que... D'abord, je pense que c'est le grand concept de la modernité, et d'autre part parce qu'il dit ce qui peut être l'avènement d'une marge de manœuvre, de possible, disons, libéré, affranchi, par le fait que nous ne sommes pas seulement, comme dit, j'ai cité Heidegger tout à l'heure, nous ne sommes pas seulement appartenant à l'environnement, à l'Umgebung. Non, ce qui fait homme, non pas ce qu'est l'homme, définition, mais ce qui fait homme, c'est qu'il a promu l'humain justement en décoïncidant avec la nature, en décoïncidant avec le milieu, en décoïncidant, donc en s'ouvrant une marge osée, risquée, fragile, mais qui fait que justement il s'est aventuré dans la promotion de l'humain. Et je crois que c'est ça qui est en jeu, et qui fait que c'est par décoïncidence qu'il s'ouvre une liberté. Non pas par dédoublement, donc dualiste, etc., mais qui est la conception métaphysique de la liberté,
mais par cette capacité donc de s'ouvrir, par fissuration de l'adhérence, de l'appartenance, de l'englobement, de l'environnement, quelque chose qui, voilà, où peut s'esquisser une initiative qui le pose en sujet existant. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'humanisme et de Cicéron qui serait à l'initiative, enfin en tout cas serait l'initiative du monde latin. Et je voudrais faire un petit parallèle, parce qu'à la dernière conférence, vous nous avez parlé dans Mencius, cette fameuse histoire où l'enfant qui tombe du puits. Est-ce que vous pouvez dire aussi que dans la tradition chinoise, il y a cette idée d'humanisme? Ah oui, ils le disent. L'idée que... oui, dire c'est... Alors, je me méfie toujours un peu des grandes réconciliations idéologiques, n'est-ce pas, où tout le monde s'embrasse, parce que ça va contre la décoïncidence que j'essaie d'activer. Mais disons que... On dit souvent que Confucius est effectivement une figure de l'humanisme chinois. Hegel disait que Confucius, au fond, c'est du sous-Cicéron. Parce que comme il disait ça, évidemment, en français d'ailleurs, hein, parce que c'était les Français qui ont traduit les premiers, les textes chinois, mais disons, mais il dit ça sur un ton évidemment critique. Confucius, c'est encore plus fade que Cicéron, vous voyez. Pire que Cicéron en termes de banalité. Je crois qu'effectivement, vous avez dans la pensée de Confucius quelque chose qui est l'humanitas. Un exemple tout simple, au livre 10 des Entretiens, il est dit la maison a brûlé, le maître demande les hommes et pas les chevaux. Il ne se soucie pas des chevaux, il se soucie des hommes. Voyez, voilà, c'est très simple, c'est dit en 3 mots en chinois. Mais voilà, pas souci des hommes, pas souci des chevaux, souci des hommes. Bon. De même, quand il dit que la transcription, la façon dont, dans Confucius, est compris ce qu'on traduit par humanité, que les jésuites ont traduit par humanité dans la langue, en français, en latin, la notion de gène, l'homme, chiffre 2. Bon, ce qui n'est pas l'étymologie première, mais ce qui est l'homme avec l'homme, l'homme quand il est deux. Voyez. Donc, la relation humaine, pour dire ce qu'on appelle l'humanité, c'est-à-dire la première vertu des hommes. Donc, oui, je crois que la Chine est porteuse. Alors, pourquoi le rapprochement avec Cicéron? Je me méfie des comparaisons et donc des rapprochements comme ça entre cultures. Bon. Mais disons, c'est parce que dans le cas de Cicéron, comme chez... j'ai refusé il y a 2 ans d'aller à un colloque en Corée qui était justement organisé par l'association Cicéron en Corée, parce que les athénistes maintenant se déplacent, et parce qu'ils avaient donc construit un grand parallèle, Cicéron et Confucius. Bon, vous voyez, je prendrai avec prudence. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut se justifier, c'est qu'il y a, et d'un côté et de l'autre, un retrait des transcendances précédentes. Ce que pour Cicéron, le monde des dieux est un monde indistinct, qu'on voit ça sur un mode plus stoïcien, plus épicurien, ou sur un mode plus romain, mais tout cela est quand même en retrait, voilà. Et donc c'est ça qui permet le développement de l'humanité. C'est parce qu'il y a un retrait des puissances transcendantes, n'est-ce pas, que l'au-delà n'est plus opprimant comme il l'était précédemment. Bon, donc il y a quelque chose qui... Et dans la pensée de Confucius, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a du divin, mais du sacré, mais disons, il n'est pas obsédant, il n'est pas imposant, comme il pouvait être précédemment. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'historique, de transhistorique, dans l'Antiquité, qui est que avec le retrait, disons, ou c'est pas l'effacement, mais disons la moindre importance, le moindre poids, disons, du religieux, quelque chose se promeut de l'humain en tant qu'humain, n'est-ce pas? Et donc, pensant la morale à partir de l'humanité. Et c'est ce qui se passe entre Cicéron et Confucius, n'est-ce pas? C'est qu'au fond, l'humanité se pense à partir d'elle-même d'une capacité propre qu'on va appeler justement être humain. La fameuse phrase de Rousseau, c'est pas « homme, soyez humain ». Ben justement, c'est ça, c'est l'humanitas. Alors ça, c'est pas grec, c'est effectivement latin. C'est l'idée qu'il y a une capacité morale développée à partir de l'homme. C'est comme ça que je comprends humanisme, n'est-ce pas? Parce que humanisme, c'est un terme maintenant fourre-tout comme le pire de tous, n'est-ce pas? Mais je vois qu'il faut y avoir une rigueur
et que la pensée romaine a pensé cette rigueur-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire une promotion de l'humain à partir de l'homme dans cette capacité, qui est une capacité de sociabilité, de sociétas. Alors c'est vrai qu'au début de la conférence, vous nous avez dit que le commun est à la fois inclusif et exclusif, hein, c'est son équivoque. Et vous nous avez parlé là aussi la dernière fois du fameux retable de Gand des frères Van Eyck, cette façon où l'universel advenu finalement ferait un commun devenu communautarisme, communautaire. Voilà. Et donc comment voyez-vous le commun toujours tenu vers son essor? Donc vous l'avez en partie répondu, je crois, sur la notion d'intelligibilité, de traverser les intelligibilités. Et je crois que dans ce livre-là, donc évidemment je conseille au public, qui s'appelle De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, vous parlez, de la même manière que vous avez parlé de l'universalisant, vous parlez de l'intelligibilisant. Est-ce que vous pouvez... Alors, c'est pas très intelligible, j'avoue, que cet intelligibilisant, ça signifie que c'est à l'œuvre, en acte, en procès. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui met au travail, comme des coïncidences, vous voyez, c'est pas, c'est l'écart mis en chemin. Donc, oui, parce que l'intelligible n'est jamais définitivement acquis, il est en chantier. Donc, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est facteur, vecteur, promouvant ça, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je vois la traduction. La traduction, elle n'est pas, comme on l'a beaucoup dit ces derniers temps, une complication de l'accès à l'universel. La traduction, elle est productrice d'universel. Elle est universalisante. Donc je crois qu'il y a... il faut garder ce vocabulaire de l'actif, de à l'œuvre, pour ne pas verser dans une sorte d'aboutissement qui est toujours douteux idéologiquement. Et, disons, réinscrire la responsabilité là où elle est, c'est-à-dire ce qu'on fait nous, n'est-ce pas? Traduire, c'est un geste ouvrant, c'est un geste universalisant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux faire la référence de façon aussi directe, mais disons, j'entends quand dans les violences aujourd'hui, l'attentat, d'il y a 2 jours, la formule n'est pas dite en français, elle est dite dans sa langue. Je crois que décoller de sa langue, décoïncider de son idiome, ça c'est un acte, n'est-ce pas, promouvant l'humain. Là, je défends le bilan des langues, parce que décoïncider de sa langue, c'est-à-dire ne plus être pris dans l'idiotisme de sa langue et de ce qui est véhiculé idéologiquement sans même qu'on soupçonne, à son insu. Donc, traduire, c'est, disons, pour moi, l'éthique à venir. Et si, disons, dès lors qu'on traduit, on se met dans cette difficulté de l'antre, et on remet à travail sa pensée, sa langue, on la remet au travail pour l'ouvrir à du sens autre, ou en tout cas d'une autre langue. Donc, je vois que c'est là qu'il y a une éthique exigeante, essentielle, qui fait que, voilà, il faut penser toutes les modalités, non pas d'universel, aboutis, qui sont toujours des contenus idéologiques qu'on ne soupçonne pas, les fameuses valeurs universelles, mais il faut se mettre dans ce vocabulaire de l'action, du processuel, de l'opératoire, d'où ces termes un peu jargonnants, mais bon, intelligibilisant, enfin tout ce qui ouvre sur le possible et du possible actif. Des ressources, comme vous disiez, des ressources oui, de l'Europe. Mais qui ne valent que tant qu'on les active, n'est-ce pas? Qui ne sont rien s'il n'y a pas quelqu'un qui explore, exploite les ressources et les déploie, n'est-ce pas? Donc je vois qu'il y a... Vous voyez, ce que je c'est à traduire historiquement la responsabilité commune. Et donc, penser une éthique du sujet existant et, disons, d'une communauté qui va ne cesse d'activer sa capacité de déploiement, donc contre le communautaire, d'appartenance, et pour justement faire apparaître, disons, un horizon qui est d'universel jamais acquis, mais qu'il maintient en chantier. C'est ça qui me paraît important aujourd'hui. Plutôt que de déplacer le curseur entre tel ou tel pôle, c'est d'envisager. Et je pense qu'il faut effectivement, quelque part, retravailler la langue, notre langue conceptuelle,
pour ne pas être, disons, sous le coup de choix qui sont faits par la langue et qu'on ne peut plus rouvrir parce qu'on ne pense pas comment la langue pense avant nous. Avant de penser soi, c'est la langue qui pense en nous, à travers nous. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement retravailler la langue et donc travailler ses suffixes, c'est tout ce qui pourrait s'amorcer comme possibilité, rouvrant le sens.